Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce Midi Livre. Midi Livre au cours duquel on triche un peu parce qu'on le préenregistre. Évidemment, c'est la période des vacances. Il faut jongler avec les disponibilités de tous. Et vous allez peut-être regarder cette chronique livre à Noël 2020. Vous allez le regarder à Pâques. J'ai aucune idée, mais au moment où on l'enregistre, nous sommes dans la semaine du 12 août. Alors, le 12 août, maintenant, c'est une journée consacrée aux livres québécois. Acheter un livre québécois. J'ai décidé de prolonger le plaisir parce qu'on a déjà fait une chronique il y a quelques jours en direct avec Céline Martel où on parlait d'un livre d'Alain Williamson. J'ai une amie qui avait le goût de parler d'un autre livre québécois et je l'intègre immédiatement. Je pense qu'on n'a jamais trop d'inspiration lorsque vient le moment de vouloir acheter un livre. Alors, je l'admets dans la conversation. La voilà, Sonia Lapointe. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité, Yannick, c'est très gentil. Ben oui, merci à toi. Alors, tu nous parles en direct de Lac-Mégantic? Eh oui, par une belle journée, comme à tous les jours, là. Ben oui, Avec c'est notre beau magnifique. lac. Ben oui, tu m'as envoyé une photo, tu es allé marcher de bonne heure ce matin comme moi, c'était superbe. Oui, c'est vrai. C'est une belle façon de commencer la journée. Oui, vraiment. Toi, tu es choyé parce que tu es à proximité de pistes cyclables, de sentiers et tu es rapidement près du lac, en fait. Oui, j'étais à 5 minutes du lac, là. Fait que j'ai la beauté de la ville, mais j'ai aussi la beauté de la campagne en même temps. Et voilà. En vacances présentement? Non, les vacances sont terminées, mais présentement, je travaille un peu moins, donc je profite de chaque journée, là, comme si c'était des petites vacances. Oui. Alors, Sonia, tu es graphiste dans la vie de tous les jours. Tu travailles pour une compagnie qui vend, entre autres, des articles promotionnels. On peut les nommer. Oui, je travaille pour Multicopie. C'est une imprimerie à Lac-Mégantic. Ça fait 40 ans qu'on existe. On fait de l'impression là, sur papier, de l'impression sur divers objets promotionnels. On fait de la sérigraphie sur vêtements. On fait à peu près tout ce qui peut s'imprimer, là. Voilà. Alors, on salue tous les gens de cette belle entreprise. Ah, tu me permettras aussi de saluer des gens parce que j'ai habité quand même 4 ou 5 ans à Lac-Mégantic. Alors, et je néglige des gens. Je veux saluer absolument un couple d'amis. Ginette Isabelle, Daniel Saint-Pierre. Donc, Ginette qui a travaillé à la SADC de Lac-Mégantic. Je vous embrasse. Je ne vous vois pas souvent, mais je pense à vous autres. Et puis, j'espère pouvoir aller vous voir bientôt. Alors, j'aime tellement cette région de Lac-Mégantic, très inspirante, où j'ai fait de belles connaissances. J'ai développé de beaux contacts là-bas. C'était super. Pour ma part, je ne t'ai pas rencontré quand j'habitais à Lac-Mégantic. Je te connais depuis quelques semaines seulement parce que tu as suivi en juillet la formation L'art de prendre la parole en public. Tu as voyagé Mégantic, Sherbrooke tous les jeudis. C'était ça, hein? C'était tous les jeudis. Oui. Alors voilà, je donne d'autres groupes, d'autres sessions ailleurs, mais c'était vraiment magique cette session-là. C'était très, très agréable. Et pendant la session, je vous parle de livres. Je vous parle de livres régulièrement. Je suis un fan de livres et là, j'ai découvert en toi une fan de livres aussi. Oui, c'est sûr que ça fait longtemps que j'aime lire, mais on dirait qu'il y a des moments dans notre vie qu'on perd l'envie de prendre le temps de lire, Ouais. de s'asseoir avec un bon livre et des fois, les activités quotidiennes fait qu'on lit moins. Donc, je dirais que depuis la pandémie, j'ai recommencé à lire plus aussi. On a eu un peu plus de temps. Et c'est sûr qu'avec toute la passion dont tu nous parles des livres, ça nous donne juste envie de les lire, là. Donc, ça l'a bien tombé pour moi. Ouais. Ouais. Et je reçois beaucoup de nouveautés. Mais je vous parle aussi de livres qui datent, mettons, parfois d'il y a 10, 15, 20 ans. Et là, j'aime bien inviter mes étudiants et étudiantes. D'ailleurs, tous ceux qui font des Midi-livres ont suivi la formation chez Communication Jean Malo la plupart du temps. Donc, ils sont capables de me parler des livres. Et j'avais distribué toutes mes nouveautés, mais je parle à tous mes groupes d'un livre qui m'a beaucoup inspiré. Un livre qui, à chaque fois que je le prête à quelqu'un, la personne me le ramène en disant « Ah,
Moi, ça m'a brassé. Vraiment, ce livre-là, je me sens interpellé. Et tu as choisi ce livre-là, puis je veux tout de suite le montrer aux gens. Hein. Alors, tu vas nous parler de ça aujourd'hui. C'est le livre de Pierre-Luc Poulain, le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Tout ce qui compte vraiment ne se compte pas. Donc, c'est aux éditions Dauphin Blanc. C'est un livre qui date, pour l'histoire du livre, je pense même qu'il avait été publié une première fois en 2002 et ça s'appelait Le banquier philosophe. Et bon, il y a une nouvelle mouture. Il est entré chez Dauphin Blanc, puis on a appelé, moi, je trouve que c'est un titre aussi qui est plus accrocheur, Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Alors, parle-nous de ce livre-là. Bien, je vous dirais qu'en partant, c'est sûr que tu m'avais donné envie de le lire beaucoup. Mais c'est un livre qui se lit vraiment facilement. C'est un roman d'inspiration. On s'identifie facilement au personnage de Marie. Puis c'est écrit simple, mais en même temps vrai puis authentique. Fait que c'est vraiment, tu sais, on ne perd pas de temps à se questionner sur les tournures de phrases, tout ça. On va directement à l'essentiel. C'est d'ailleurs un des buts du livre, là, de redécouvrir l'essentiel. Puis si on fait un petit résumé rapide là, de l'histoire, donc c'est l'histoire de Marie qui est rendue à peu près à la mi-temps de sa vie. Elle travaille depuis 17 ans dans une banque, elle ne compte pas les heures, elle arrive très tard le soir, elle élève toute seule son petit garçon. Et comme plein de personnes, elle n'a pas le temps de se questionner si elle aime ou non son travail, elle a des obligations, elle continue. Et un bon vendredi, elle se fait appeler dans le bureau du patron et il lui annonce qu'il y a des coupures parce que la banque a fait moins de profit qu'à l'habitude. Et elle est tellement chanceuse qu'elle n'est pas coupée, mais elle se retrouve avec un poste rétrogradé et 7 000 $ de moins par année sur son salaire. Ouais. Donc, ça lui donne un petit peu, comme on dirait en bon québécois, une claque d'en face. Et elle repart chez elle, elle est fâchée, découragée, triste, déçue parce qu'elle a l'impression que toutes ces années à la banque n'ont pas été reconnues à sa juste valeur. Mais en même temps, elle se dit, ben, je peux pas tout laisser tomber, je dois nourrir mon enfant, le loger, subvenir aux besoins. Et elle passe la fin de semaine un peu morose, une mauvaise fin de semaine. Et le lundi, elle rencontre par hasard le banquier philosophe qui lui pose toutes sortes de questions et lui fait réaliser que oui, tu peux changer ta vie parce que peut-être que tu es en train de la perdre et non de la gagner. Donc, Ouais. Effectivement. Ben, elle va rencontrer ce gars qui s'appelle Phil Banks, qui, lui, a travaillé dans le domaine bancaire, a quitté, est devenu conférencier, formateur. Et c'est spécial comme trame de fond, mais les gens se reconnaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui subissent la vie. C'est-à-dire que pour eux, le travail, c'est un mal nécessaire, justement pour mettre du pain, du beurre sur la table et on sera heureux le week-end. Mais on est épuisé et rendu au dimanche soir, on est déprimé parce que le lendemain, il faut retourner, c'est le métro, boulot, dodo. Puis on a l'impression que Marie est un peu prise dans cette espèce de cercle vicieux dont elle ne voit pas elle voit pas vraiment la sortie. Alors, c'est peut-être ça qui fait que les gens se sentent vraiment interpellés parce que c'est un gros pourcentage des gens qui sont sur le marché du travail et ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. bien, je pense que les gens, puis moi la première, souvent, on ne se questionne pas. On a eu un travail un certain nombre d'années, on a eu des promotions, des augmentations, puis souvent, ben, ça va moins bien une journée, une semaine, un mois, des fois une année, mais c'est comme si on est dans l'engrenage, puis on ne se rend pas compte qu'on pourrait faire un changement. Puis, je pense que tout le monde peut se reconnaître parce qu'on a tous vécu ça à un moment donné, à arriver un peu à la croisée des chemins, à savoir est-ce que je continue ou est-ce que je décide de tourner en sachant pas nécessairement ce qu'il va y avoir dans le tournant, mais des fois, on peut être surpris là, parce qu'il se cache de l'autre côté. Voilà, et c'est vrai que c'est paniquant. Je pense que à peu près tout le monde a déjà pensé faire un changement de carrière. D'ailleurs, on ne restera jamais, ça n'existera plus rester à la même job pendant 40 ans. Mais de là à dire, je me lance en affaires. Parce que là, Marie réfléchit à cette possibilité-là et je ne sais pas si c'est venu te chercher, mais tu as un aspect du livre où là, tout le monde autour est en panique à ta place. Oui, mais je pense que comme je disais tantôt, tout le monde a déjà été marié, mais tout le monde a déjà eu quelqu'un à qui tu racontes que tu veux
faire telle chose, tel rêve, puis « Ah ben non, tu peux pas faire ça. Ah ben non, tu devrais pas y aller. Ah, non, mais si tu fais ça, ça marchera pas. » Fait que tout le monde a déjà connu ça. Puis souvent, les gens sont pas mal intentionnés. Je pense que c'est parce qu'ils veulent pas qu'on se fasse du mal ou ils ont peur que ça marche pas puis qu'on soit déçus. Voilà. Ou des fois, ils ont peur que ce rêve-là nous amène loin d'eux puis qu'ils ne nous suivent pas dans notre futur bonheur. Mais c'est ça, ça m'a fait sourire quand même parce que on en connaît tous, là, des gens qui sont allergiques au bonheur, mettons. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, pour qui le travail, c'est un mal nécessaire, puis ils vont plus mettre l'accent sur le fonds de pension, sur les conditions, etc. Mais c'est drôle que tu aies choisi ce livre-là parce qu'on est dans une période actuellement où des employés qui vont se faire couper des heures, qui vont avoir des réductions de salaire, il va y en avoir beaucoup. Et là, tu as deux façons de prendre ça. La première, c'est je suis chanceux ou chanceuse parce qu'au moins, comparé aux autres, j'ai encore un job. Okay? Alors, j'ai un job. Mais il va y avoir, et c'est déjà commencé, il y a des remises en question. C'est vrai pour le travail, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour à peu près tous les aspects de notre vie. Mais le travail, on passe quand même 40 heures semaine, en tout cas quand on est à temps plein. Alors là, il y a des gens qui vont se questionner là-dessus. Et je trouve que Le Banquier, c'est un bon livre un peu pour t'accompagner parce que là, tu es confronté à toutes sortes de courants de pensée. Tu as Phil Banks d'un côté qui a tout lâché, puis il explique pourquoi dans le livre. Et tu as ceux qui sont en panique pour toi, bon, la famille surtout, puis ils te disent hey, non, tu ne peux pas lâcher, ça n'a pas de bon sens. Tu as une diminution de salaire, oui, il va falloir que tu travailles encore plus et tu travaillais déjà comme une folle, oui, mais au moins, tu vas pouvoir nourrir ton fils, tu vas pouvoir continuer à faire vivre la famille. Oui, c'est sûr. Puis je pense que la pandémie, plus qu'on avance, moi, je vois qu'il va sortir des points positifs malgré tout le négatif qu'il peut avoir, qui est justement, là, on a du temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut plus, surtout, parce que des fois, comme je disais tantôt, on n'a pas le temps dans le feu de l'action. Mais là, en travaillant moins, souvent, ben, on a du temps pour y penser. On a du temps pour voir est-ce que moi, je veux continuer, est-ce que je veux faire ça, est-ce que ça me plaît encore? Parce que ça se peut que le choix, ça soit de rechoisir ce qu'on fait puis d'être heureux dans ça aussi. Mais je pense qu'il faut prendre la pandémie comme quelque chose qui va nous amener une espèce d'opportunité. Parce que si on le voit juste pour qu'est-ce que c'est, ben peut-être qu'on va être malheureux. Mais je pense que c'est ça, le livre a bien tombé aussi pour moi dans ce temps-là parce que ça fait qu'on a plus de temps de penser. Puis Phil, il donne beaucoup d'exercices ou de petites choses à faire pour réfléchir à Marie. Puis on peut les appliquer à nous aussi très facilement. Là. Hey, tu m'as fait sourire parce que tu as cueilli quelque chose qu'on voit dans le livre. Je ne sais pas si tu l'as près de toi. Ben oui, je peux aller le chercher. Oui, là, il est proche, oui, là. j'aimerais ça. Non, malheureusement. Ah, il n'est pas là. OK. Mais je vais essayer de le trouver dans le livre parce qu'on le montre bien. Ah, je l'ai. Tu vois? Alors, voilà, pour le bénéfice des gens. Tu traînes ça avec toi, tu l'as trouvé, c'est un gland de chêne. Ouais. Un gland de chêne. Pourquoi? C'est un symbole dans ce livre-là et tu n'es pas la première qui lit le livre, tu es la première qui nous en parle publiquement. Mais il y a un étudiant, je salue, Jérémy Parent, qui a suivi mon cours, puis à un moment donné, à un cours, il m'a emmené ça. Et il a mis ça sur mon bureau. C'est quoi ce gland-là dans l'histoire? Ben, c'est qu'à un moment donné, quand Phil a une discussion avec Marie, puis qu'elle est un peu découragée, puis elle est comme pas capable de voir plus loin là, que la situation qu'elle vit actuellement, il lui montre un gland de chêne, puis il lui dit « C'est quoi ça? » Puis elle répond « Ben, c'est un gland de chêne. » En voulant dire quelle question un peu absurde. Donc, il dit « Oui, tu as raison, c'est un gland de chêne, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans ce gland de chêne-là, il y a l'ADN d'un chêne qui va être grand, fort, qui va pouvoir faire de l'ombre si on en a besoin, faire de la fraîcheur si on en a besoin, il va pouvoir vivre pleinement. Donc, chaque chêne a une mission précise de devenir, pas chaque chêne, excusez, chaque gland a une mission précise de devenir un grand chêne. Donc, c'est comme un peu nous, on peut choisir d'être juste un gland qui va tomber sur le bord de l'asphalte, exemple, puis qui ne fera rien, ou de devenir un grand chêne à notre manière, puis parce qu'on a tout en nous ce qu'on a besoin. C'est juste souvent, on n'est pas capable de s'en servir ou on ne sait pas qu'on l'a. Là. Voilà, et beaucoup de gens se voient seulement comme ce minuscule gland, alors que ça va donner un chêne et
il y a une notion importante dans ce livre-là, c'est « Es-tu conscient de ta valeur? Es-tu consciente de ta valeur? » Et c'est pas anodin que je trouve que le personnage principal soit une femme, parce que très souvent, moi, pour avoir énormément d'étudiantes, beaucoup de femmes, même des femmes en affaires, j'ai tellement l'impression que les gens, les femmes en particulier, ne sont pas conscientes de leur réelle valeur. Est-ce que c'est venu de chercher, ça, cette notion-là de tu vaux combien, toi? C'est vrai au travail, mais c'est vrai dans toutes les sphères de la vie aussi. Ben oui, entièrement. Tu as totalement raison. Je pense que c'est très féminin de. On va accomplir énormément de choses quand on pense à ça. On va s'occuper des enfants, on va travailler, on va faire du bénévolat, on va supporter nos enfants, notre chum dans leur activité. Mais on n'a pas l'impression qu'on vaut quelque chose. Mais en même temps, on s'en met beaucoup sur les épaules. Donc, on est capable de le faire. Mais on ne réalise pas qu'on vaut tout ce qu'on fait. Voilà. Et c'est encore pire quand ton employeur te dit que tu vas perdre 7 000 par année, mais il va falloir que tu travailles encore plus. Alors là, ça n'aide pas beaucoup à reconnaître sa valeur. Et on a l'impression que, bon, il y a des coupures dans tous les secteurs de cette banque-là, mais c'est vrai. C'est vrai dans le domaine financier. Puis on voit que souvent, les banques affichent des milliards et des milliards de profits chaque année, mais on dirait qu'on n'arrête pas de couper dans le personnel, dans les conditions. Alors là, ça n'aide pas et ça prend une bonne dose de confiance en soi pour dire « Hey, moi, là, je vaux peut-être plus que ça. Je suis certaine que je vaux plus que ça. » Oui, tu as bien raison parce que quand on fait un bon coup, c'est plus facile de se dire qu'on vaut quelque chose, mais quand on en reçoit un peu comme Marie, là, qui apprend ça un peu comme une défaite, là, ben, c'est plus dur de se dire qu'on a des qualités et des points forts, en disant qu'on ne les voit pas à ce moment-là. Puis pourtant, c'est là qu'on devrait s'en rappeler, c'est là que ça nous servirait et ça nous ferait du bien. C'est un peu ça qu'il dit dans le livre aussi, là, de faire comme une petite boîte avec tous nos bons coups, puis de mettre tous les bons mots que les gens nous disent, puis tout ça, fait que quand ça va moins bien, de ressortir les petits mots, bien, ça peut mettre un petit baume, là, puis nous faire réaliser que c'est pas vrai qu'on est juste une job ou qu'on est juste telle autre chose, parce que dans les autres sphères de notre vie, ça va pas toujours mal partout en même temps, là. Oui, exactement. C'est vrai. Et quand elle fait un peu cette liste-là, qu'est-ce que je pourrais apporter? Oui, je veux changer de job, je veux faire autre chose, mais c'est quoi la suite? C'est quoi l'après? Et quand elle se met un petit peu à travailler là-dessus, bien, il faut commencer aussi. C'est ce que je constate. Et des fois, tu vois ça comme une montagne. C'est une autre leçon peut-être du livre. Je trouve que il y a un peu de... C'est presque une formation en lancement d'entreprise quelque part parce qu'elle veut se lancer en affaires. Elle ne voit pas par où commencer. Et ce gars-là qu'elle a rencontré, Phil Banks, va l'aider beaucoup à cheminer. Puis c'est drôle parce qu'au départ, lorsqu'elle le rencontre tout à fait par hasard dans un parc, il l'invite à sa conférence et je pense que là, on a 1000 bonnes raisons pour ne pas y aller. Le soir, on est brûlé, on est fatigué. Mais finalement, le fait qu'elle décide de se rendre à la conférence, ça va avoir un tournant majeur dans sa vie. Alors, des fois, il faut accepter certaines invitations, il faut sortir de notre routine habituelle, puis ça peut nous conduire à des endroits extraordinaires. Oui, puis je pense qu'il en parle aussi dans le livre, c'est ça, il faut accepter les choses, il faut pas se poser de questions. Des fois, on rencontre une personne, pourquoi qu'on l'a rencontrée, pourquoi qu'elle nous a dit telle chose, qui nous a aujourd'hui marqué ou nous a fait réaliser des choses. Parce que des fois, je pense qu'on se pose trop de questions. Là, on essaie trop d'analyser. C'est un peu ça qu'il lui dit. Vas-y avec ton senti, crois en toi. Puis c'est sûr qu'aussi, une fois qu'elle a décidé de faire une démarche, bien là, il lui donne quand même 7 clés pour l'aider à avancer. Ouais. Puis les clés, il les donne une à la fois pour être sûr qu'elle ne passe pas d'étape. Parce que ça aussi, souvent, on aime ça, aller plus vite, puis se dire, oh, la 1, la 2, j'ai C, là, je vais passer à la 3e. Non, non, si tu ne les as pas assimilés, tu n'as pas compris ce que tu avais à comprendre, bien moi, je pense que je suis un peu de la vie du banquier, là. On est mieux de les faire une à la fois, puis ça va consolider pour les autres après, là. Mais toi, en fait, je trouve que tu es une force tranquille. Tu es quelqu'un qui est capable d'aller très loin et je pense que tu prends le temps de faire les choses. Tu t'es probablement reconnu beaucoup dans le personnage de Marie. Oui, vraiment, là, on aurait pu mettre le nom de Sonia à place, puis ça aurait très bien été, là. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il
il y a sûrement plusieurs personnes qui ont lu ce livre-là qui vont dire la même chose, là. Mais je dirais que dans les livres que j'ai lus, mettons, dans les 10 dernières années, là, c'est pas mal le livre que je me suis plus reconnue. Ah oui, pour vrai? Oui. Ouais. Et ça, j'entends ce commentaire-là souvent. Et c'est souvent des forces tranquilles qui me disent ça aussi, parce que Marie, c'est une force tranquille. C'est quelqu'un qui doute énormément, mais qui, à un moment donné, quand elle prend une décision, elle va se mettre à un moment donné à passer à l'action, mais il y a toujours des remises en question aussi. Et là, quand elle a fermement décidé de passer à l'action, il arrive des choses où là, elle se rend compte qu'elle a peut-être plus de valeur qu'elle croyait aux yeux des autres. C'est encourageant, mais en même temps, là, est-ce qu'elle va se lancer à son compte? Est-ce qu'elle va finalement demeurer à la banque pour rester dans ce confort-là tranquille? Puis elle se rend compte qu'en réfléchissant, elle n'a jamais tellement aimé cette job-là, mais elle la gardait pour des raisons alimentaires. Oui, c'est sûr, comme beaucoup de personnes. C'est sûr que d'avoir une paye qui rentre à toutes les semaines ou 2 semaines dans le compte, c'est quand même appréciable, là, parce que tout le monde doit avoir un toit sur la tête, tout le monde doit manger, tout le monde doit s'habiller. Puis souvent, plus qu'on a d'argent, plus qu'on se crée de besoins aussi. Là. Je veux dire, si c'est pas vrai que quelqu'un qui va gagner instantanément 150 pièces de plus par semaine va en avoir plus. Là. Parce qu'on va juste se créer d'autres besoins pour avoir besoin de travailler encore plus pour payer ses nouveaux besoins. Donc, je pense que Marie était comme pris là-dedans puis elle ne réalisait pas qu'elle pouvait voir ou faire d'autres choses. Là. Les gens sont drôles parce que ceux qui n'aiment pas leur job, on en parlait la semaine dernière, ils se créent un poste de dépense que les autres n'ont pas, c'est-à-dire je vais me gâter pour oublier ma job de merde. Alors, c'est souvent ça. On va m'acheter une moto. Je vais en faire 3 fois dans l'été parce que je travaille tellement, je n'ai pas le temps. Mais je le mérite. Je mérite, j'endure tellement d'affaires à la job. Et là, ça finit que tu appartiens à ceux qui t'appartiennent. C'est même pas, tu n'es pas propriétaire d'une moto, d'une maison. C'est eux autres qui sont propriétaires de toi parce que tu fais juste travailler pour payer ça. Oui. Et là, plus ça va, ben, tu n'aimes pas plus ta job. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, regarde, j'ai eu une augmentation incroyable, mettons 150 par semaine, ce qui n'est pas rien. Le buzz a duré 3 semaines. Puis après ça, je n'aimais pas plus ma job, là, j'avais plus d'argent, mais ça ne me faisait pas aimer mon travail. Et Marie va être confrontée à ça aussi. Autant on veut lui couper 7 000 autant à un moment donné, son supérieur va lui faire d'autres propositions en voyant qu'elle va quitter. Puis là, ça te remet en question encore plus et c'est difficile de prendre une décision parce que tu as le choix entre le confort, tu n'aimes pas ce que tu fais, mais au moins tu connais ça, versus quelque chose qui est totalement inconnu. Tu te lances en affaires, ça va-tu fonctionner? Je vais-tu avoir des clients? Et pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, je trouve que c'est un livre qui est très inspirant parce que ça te remet en question. Ah oui, c'est sûr. Puis c'est surtout que plus ça fait longtemps que tu fais un travail, c'est comme devenu tes pantoufles, même si tu n'es pas nécessairement heureux. Là. Ouais. Puis de s'acheter des souliers neufs, c'est le fun, mais des fois, tu as mal aux pieds au début. Là. C'est un peu la même chose. Là. Et oui. Puis de sauter dans le vide en sachant pas est-ce que l'argent va rentrer, est-ce que les contrats vont rentrer. C'est un autre... mais en même temps, je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas entrepreneur, là, mais je veux dire, j'imagine qu'une fois que tu as tout décidé de faire ça, puis que là, il rentre des contrats, puis que c'est quelque chose que tu aimes vraiment, ben la fierté, elle doit être 100 fois plus haute que le travail que tu faisais, que tu n'étais pas heureux. Oui, parce que, ben, tu sais, moi, je peux te dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais pour avoir déjà eu des tâches ou une entreprise que je détestais, je n'étais pas du tout heureux là-dedans, c'est longtemps. À l'inverse, quand tu fais ce que tu aimes, on dirait que la vie t'envoie toujours un chèque à un moment donné pour t'aider, pour dire « Hey, tu es à ta place, tu fais ce que tu aimes, je pense que tu contribues au bonheur des autres. » On va t'aider, on va te donner un coup de main. Tu sais, ça a presque l'air ésotérique, mais c'est à peu près ça. Et dans les moments difficiles, au moins quand tu fais ce que tu aimes, ça te permet de t'accrocher, de dire « Hey, je suis vraiment chanceux de faire ça dans la vie. Il y a un mois qui est plus tranquille, mais le mois prochain, ça va aller mieux. » Il faut le voir comme ça. Et on n'a pas ce poste de dépense-là où il faut aller s'acheter le bonheur chez Walmart ou dans tous les autres magasins. Donc, notre train de vie, étrangement,
est moins élevé. Tu sais, on pense que les gens d'affaires ont un gros train de vie, puis c'est vraiment pas le cas là, pour beaucoup de travailleurs autonomes. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu te valorises, tu t'accomplis dans ce que tu fais et tu n'as pas besoin d'aller acheter le bonheur du vendredi soir au dimanche soir ailleurs. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu ça qu'elle découvre, là, puis que quand elle décide de foncer puis d'avancer, bien, à chaque petite réussite, elle est contente, elle est fière d'elle. Puis c'est sûr que il y a beaucoup de petites choses à préparer qu'au début, elle n'est pas certaine, mais avec tous les enseignements puis les paroles du banquier, ben ça la fait avancer. Puis c'est sûr qu'à la fin, ben c'est plus la même Marie qu'au début, là. Non, Elle est effectivement. beaucoup plus confiante, elle a réalisé sa valeur, ce qui fait beaucoup le lien avec le titre, le banquier qui avait laissé tomber les chiffres, fait beaucoup le lien avec les choses de la finance versus la vie, qu'on ne réalise pas là, que notre actif, c'est nous. Souvent, on va hypothéquer quelque chose, ben, c'est un peu le même principe qu'une hypothèque de maison. T'sais. Tant qu'on ne l'a pas payé, et c'est pas clair à nous, c'est pas. C'est un peu tout ça qui fait Mais non, je pense qu'en l'espace de quoi, à peu près 150 pages, là, Marie, elle a une transformation assez impressionnante. Dirais-tu que même pour des gens qui ne lisent pas beaucoup, c'est un livre qui va être accessible? Tu as mentionné que c'était écrit de façon très simple. C'est un livre qui fait réfléchir, mais c'est un livre qui se lit rapidement quand même. Oui, c'est un livre qui est facile à lire. C'est sûr que moi, je préfère les romans d'inspiration versus des livres qui vont être, je ne sais pas moi, le bonheur, c'est toc, 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 puis après ça, telle affaire, c'est encore 10 points. Tu sais, moi, j'aime ça que ça soit une histoire, puis qu'on ait un fil à suivre. Et pour une fille comme moi qui est dans le domaine graphique, ben j'ai vraiment aimé ça qu'il soit imprimé en couleur. Qui est agréable. Tu sais, il y a beaucoup d'images qui sont en couleur comme ça, qui viennent... Oui, c'est vrai, regardez, là, vous voyez le banquier, là, il est là. Oui, tu as tellement raison. Je l'ai dit souvent, chez Dauphin Blanc, on a un souci que ça soit de beaux livres. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, tu devrais parler de livres numériques, c'est drôle, hein? Mais je suis comme pas capable. Les gens achètent des liseurs, je respecte ça, puis il y a plein de livres que tu peux te procurer en numérique. On dirait que j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de les toucher, et Dauphin Blanc fait vraiment de beaux livres. Oui, c'est des beaux objets, en premier lieu, là. Puis moi, si je suis d'accord avec toi, là, un livre, pour moi, c'est encore un vrai livre que je peux tourner les pages, que je peux souligner des passages, que je peux écrire dedans si ça me tente. Tandis qu'avec une liseuse, ben, ça serait plus difficile, disons. Au moment où on enregistre ce bel épisode, c'est la semaine encouragée. Bien, d'habitude, c'est le 12 août, acheter un livre québécois. J'ai décidé avec toi de prolonger le plaisir et puis de faire 2 chroniques cette semaine parce que c'est important. Pierre-Luc Poulain, c'est un auteur qui est originaire de la Beauce, alors tout près de Lac-Mégantic, en fait. Et là, tu m'as dit quelque chose d'épouvantable cette semaine. Il n'y a plus de librairie à Lac-Mégantic. Il y en avait une au Carrefour Mégantic, le signet qui a été là quand même un certain nombre d'années. Et là, il n'y en a plus. Non, il y en a eu un autre après, qui était la Canaille, qui était au nouveau centre-ville. Elle a été là peut-être 2 ans. Puis c'est sûr que je crois que les gens avaient pris l'habitude d'acheter leurs livres à l'extérieur ou de les commander en ligne. Je juge personne, chacun fait comme il veut. Mais c'est sûr que c'était un bel endroit. Les deux, c'était des beaux endroits avec des personnes qui sont passionnées, qui étaient capables de nous référer des livres. Des fois, on pouvait juste y aller pour fouiner sans acheter, puis il n'y a personne qui nous... parce que des fois, les gens pensent que des petites boutiques, tu es obligé d'acheter, mais non, c'était pas ça. Fait que moi, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait plus avec Mégantic. C'est sûr qu'il y a une grande surface, puis il y a quelques petits endroits là, qui ont quelques livres, là, mais ça ne se compare pas. Là, Ouais. Ben oui, effectivement. Mais c'est le fun, l'ambiance d'une librairie. Puis je le mentionnais cette semaine, aller chez un libraire, aller acheter un livre. Je pense qu'au départ, celle qui avait lancé le signet, c'était Danielle Rousseau à Lac-Mégantic de mémoire. Elle avait travaillé même pour moi lorsque j'avais un commerce, mais après ça, elle s'était lancée là-dedans. Et moi, j'avais travaillé un peu dans le domaine du livre et je l'avais revu. C'était en entrant au Carrefour Lac-Mégantic. J'étais content de ça. Moi, j'ai eu un fantasme pour Lac-Mégantic à un moment donné. Tu sais, je suis un maniaque de cinéma, mais je rêvais tellement que le cinéma soit dans le coin du Carrefour Lac-Mégantic, soit plus en ville et que
ça soit un complexe, on aurait eu librairie et cinéma, ça aurait justifié de la création d'emplois. Les gens on aurait pu acheter un billet de cinéma, on aurait pu bouquiner, on aurait pu le lire en même temps là. Mon Dieu, que je trouvais que c'était comme deux domaines connexes, puis ça aurait été super comme petite entreprise à Lac-Mégantic. Je lance l'invitation à Éric Pinchot, qui est propriétaire du cinéma Mégantic. On ne sait jamais, mais je trouve que ça serait un beau petit commerce à avoir parce que oui, on achète en ligne, mais en même temps, on aime ça jaser avec le libraire ou la libraire, ça peut être intéressant. Oui, puis souvent en ligne, on va acheter le livre qu'on veut, point. Tandis que quand on va en boutique, bien, on va en découvrir un autre, tout ça, puis souvent, on va ressortir avec plus qu'un livre parce qu'on va avoir découvert quelque chose. Puis des fois, c'est le livre qu'on ne pensait pas acheter qui va nous toucher plus que lui qu'on avait prévu d'acheter. Oui, c'est bien dit ça. Il y a une autre option également. Moi, j'ai, un peu comme toi, j'ai été brassé par le banquier à l'époque où je l'ai lu, tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on l'ait en audio pour ceux qui lisent vraiment pas. Et je me suis rendu voir Alain Williamson. J'ai demandé à avoir les droits audio du livre et il a été très gentil, l'éditeur. Il m'a vendu les droits audio et ça a donné une copie. Ça a donné une copie. Alors, je repartage encore une fois le livre Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres de Pierre-Luc Poulain. Ça a donné un coffret que j'ai ici, coffret CD, 3 CD, c'est l'intégrale du livre. Habituellement, les livres audio, on n'a pas toujours l'intégrale, mais là, on a enregistré chez Communication Jean Malo l'intégrale. C'est-à-dire que j'ai imprimé la liste de personnages, la liste de mes clients et j'ai fait des liens. Et pour le personnage de Marie, j'avais pris Caroline Laramé, qui est une fille qui voulait se lancer en affaires, qui n'était pas sûre d'elle. Puis je disais, mon Dieu, qu'elle a la voix qui va avec Marie. J'ai pris Charles Dubois pour faire le banquier, qui est un gars qui est un professionnel, qui a suivi le cours chez Marlowe, mais qui gagne sa vie en communication, surtout écrite, mais qui a une superbe voix. J'ai fait la narration. Et ça a été vraiment chouette. Et je vous partage cette photo-là. On voit ici l'auteur Pierre-Luc Poulain, où il y avait eu un article dans un journal local, et on le voit avec le coffret. Lui, il a vraiment eu un coup de cœur pour ce processus-là, et il avait intitulé ça du théâtre vocal. Hein? Et on a fait du théâtre avec mon livre. On a monté du théâtre vocal avec mon livre. Alors, il était débarqué chez moi en plein mois de juillet, puis il a dit, j'en reviens pas de ce que tu as fait avec ce livre-là. Et par la suite, il a écrit la suite du banquier. Et pour ceux que ça intéresse, je vous partage la couverture de la suite. C'est Marie Inc. Les plus hautes montagnes à conquérir sont celles à l'intérieur de soi. Alors, on suit le parcours de Marie qui, là, est en affaires. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien, mais elle a fait le saut et on suit son parcours, puis on va revoir des personnages. Et ce qui est particulier, c'est que Pierre-Luc Poulain m'a dit que lorsqu'il a écrit la suite, bien, en tapant les répliques, il entendait la voix des personnages dans sa tête. Est-ce que tu as eu la chance de lire la suite? Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr que c'est dans ma mire pour les prochains livres que je vais lire. Là. OK, d'accord. Bien, écoute, Sonia, ça a été un réel plaisir. Merci de nous avoir partagé ce coup de cœur-là. Si tu repasses à Sherbrooke, je te prêterai le banquet, je te prêterai Marie Inc., je te prêterai la suite. Vous pouvez également vous le procurer si vous allez sur le site des éditions Dauphin Blanc. Vous pouvez même le faire venir lorsque vous êtes en librairie. Vous pouvez, votre libraire va vous le commander également. Ça peut être intéressant. Et sinon, commencez avec le premier et je suis pas mal certain que ça va vous donner le goût de lire le deuxième. Et l'auteur m'a déjà dit que lui, son but, c'était d'écrire une trilogie. Alors, il y en aura peut-être un troisième éventuellement. Je sais que Pierre-Luc Poulain écrit sur beaucoup de sujets, il écrit sur le web. Il a commis plusieurs livres entre les deux, mais il va probablement nous sortir le troisième à un moment donné. Alors, merci beaucoup, Sonia. Bien, merci à toi, c'était très agréable et ça a été un bon moment. Et au plaisir de jaser de livres encore une fois à un autre moment. Non, mais parfait. Alors, je vous salue et je vous dis à bientôt pour un prochain Midi Livre. Bye bye!